Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'INSTN. Je vous remercie de vous être déplacés pour cet événement baptisé Instant Science. En 2017, l'INSTN continue d'accompagner le CEA dans sa mission de diffusion d'informations scientifiques et technologiques au plus grand nombre. Ainsi, l'INSTN et le centre CEA Paris-Saclay vont vous proposer un cycle de mini-conférences vulgarisées et ludiques autour d'une thématique spécifique, aujourd'hui le calcul scientifique, dans le but de mettre en lumière les thématiques de recherche menées au CEA. Sans plus attendre, je vais donc laisser la parole à nos intervenants qui, je l'espère, à ce moment crucial de la journée, midi, vont susciter chez vous l'appétit pour les sciences. Merci. Ça c'est ouvert, ça, de manière intempestive. D'accord. Bon, pendant ce temps-là, bonjour à tous. Donc j'ai à la fois l'honneur et la charge d'introduire mes collègues et qui vous feront deviner sur quoi ils travaillent. Moi, ça sera moins dans le mystère. Donc calcul scientifique et puis finalement équation hydrodynamique ou une des équations hydrodynamiques. Donc 20 secondes de présentation. Je suis Guy Bonneau, je suis à l'INSTN, donc CEA, affecté à l'INSTN, prof INSTN. Auprès du directeur, je suis assistant scientifique et j'assure la coordination de la formation diplômante. Et puis ma recherche en tant que physicien des plasmas, je l'ai fait à l'IRAMIS. Voilà. Pour la présentation rapide. Alors, le calcul scientifique, scientific computing, comme disent les anglo-saxons, ça couple en fait plusieurs communautés scientifiques. J'ai mis dans une boîte à droite pratiquement, on va dire, 99% de la communauté qui est concernée, puisque dedans, j'ai mis des physiciens, des chimistes, des biologistes, il y a des économistes, des sociologues, qui ont des phénomènes complexes à analyser. Et ils vont les analyser grâce à une communauté de matheux qui est extrêmement utile par la rigueur, par la compétence qu'ils ont sur des objets mathématiques un peu particuliers. Et puis également la communauté informatique. Alors ce qu'on appelle le calcul scientifique, c'est une boucle en fait qu'il faut lire dans ce sens-ci. Commencer par un phénomène complexe à analyser. Ça peut être, je sais pas, une analyse de risque, ça peut être une corrosion de matériaux, n'importe quoi. Vous allez en faire un modèle mathématique. Souvent en fait c'est des grandeurs continues avec des équations intégrales, des équations dérivées partielles, mais une sorte de continuité. Ça, c'est le monde du physicien. Il aime, le matheux sait aussi travailler sur ça. Le problème, c'est que si vous passez tout ça sur un calculateur pour faire des simulations numériques, ce modèle avec des grandeurs continues ne sera pas compris. Donc il faut passer en fait par une méthode numérique qui va consister, c'est le maître mot au départ, qui va consister à discrétiser le système, c'est-à-dire à faire des petits bouts, des petits éléments qui seront en relation grâce à des équations discrétisées. C'est ce qu'on appelle les méthodes numériques où les matheux apportent tout leur savoir. Puis ensuite, on passe à la phase programmation. On va écrire dans un langage plutôt de haut niveau maintenant. En assembleur, il y a 50 ans, on va écrire un programme compréhensible par l'ordinateur. Ensuite, on va le tester sur des choses connues, soit des solutions analytiques, soit des simulations déjà faites, soit éventuellement des expériences très simples. Tout ça, on va dire, on est dans le domaine du connu. Enfin, pas ici, mais ici. Voilà. Et puis, à partir du moment où vous êtes sûr de votre coup, tout est testé. Soit vous vendez le code, soit vous le faites utiliser par vous-même, soit vous le faites utiliser par votre équipe. Mais vous allez rentrer dans le monde de l'inconnu et vous allez obtenir plein de données venant d'un code de simulation numérique, soit pour prédire, soit pour confirmer. Mais à vous de savoir, avec esprit critique, si ce que vous allez obtenir relève du réel ou relève d'un problème numérique. Voilà, tout ça, ça rentre donc dans le champ du calcul scientifique. Ça marche. Alors tout ça, ça se fait sur des calculateurs. D'après ce que je vois, en particulier dans GENSI, grosse simulation, c'est au-dessus de 100 000 heures au jour d'aujourd'hui. 100 000 heures, donc je n'ai pas fait le calcul en journée, vous pouvez le faire pendant ce temps-là, ça fait pas mal. Et on parle à ce moment-là de HPC, High Performance Computing, calcul de performance. Alors, il n'y a pas besoin uniquement de Formule 1 pour faire nos calculs. Déjà, pardon, ça y est, j'ai fait l'ânerie. Voilà. Donc avec simplement une machine typiquement de 4 cœurs qu'on a sur notre bureau, on peut faire de superbes calculs, bien plus intéressants qu'il y a une vingtaine d'années.
Si vous êtes plus exigeant, vous pouvez passer vos calculs sur un mésocentre. Il y en a un pas loin d'ici, c'est le serveur Poincaré, la maison de la simulation, qui a à peu près 1500 cœurs. Et si vous êtes très exigeant, vous allez passer sur la Formule 1. La Formule 1 n'est pas facilement accessible, hein, il y a des règles à respecter. Et là, aujourd'hui, vous êtes à entre 100 000, 1 million, voire 10 millions de cœurs. Donc d'unités de calcul capables de faire des multiplications 16 chiffres par 16 chiffres pour vous donner un résultat 16 chiffres. Donc c'est ce qu'on appelle les machines 64 bits. Voilà. Alors, si on en parle beaucoup de ce calcul scientifique, c'est que les performances des calculateurs, on le voit très bien sur cette courbe en échelle log à gauche et linéaire en bas avec les années, c'est que vous avez une croissance exponentielle des performances. Alors, plus concrètement, ce que l'on voit ici, c'est donc une image venant du site Top 500, vous pouvez y aller, c'est accessible. Vous voyez le calculateur, le top 1 de ce palmarès des 500 plus gros calculateurs de la planète, qui n'est pas toujours le même. Aujourd'hui, les Chinois, avec 10 millions de cœurs. Vous avez le 500e calculateur qui est en dessous, le bleu, et en vert, vous avez la somme de tout ça. Et ce que vous voyez, c'est que ça croît linéairement dans cette abaque. Conclusion, vous avez bien une échelle exponentielle. Alors, il y a une loi à laquelle on peut se raccorder éventuellement, c'est la loi de Moore qui dit que la densité de transistors par centimètre carré est multipliée par 2 tous les 18 mois. Donc ça vous donne un 10 à la puissance n sur 5, donc ça veut dire que tous les 5 ans, a priori, il y a 10 fois plus de transistors par centimètre carré. Alors, est-ce que ça correspond finalement à ce que vous constatez ? Pas tout à fait. En fait, on constate que la progression du top 1, c'est 10 à la puissance n sur 7,5. Donc c'est un petit peu moins que ce que donnerait la loi de Moore. Alors, il y a deux choses qui sont par derrière ces performances. C'est la gravure. Maintenant, je ne sais plus où on en est. On doit être à 10 nanomètres, voire moins, au niveau de la gravure sur le silicium. Et puis le parallélisme. Il est clair que quand vous avez une machine à 1 million de cœurs, l'intérêt, c'est d'utiliser le million de cœurs ensemble et de manière cohérente. Voilà. Alors pour rappel, vers 2003, on a franchi un gap. Tous les processeurs sont passés à 1 GHz. Voilà où on en est dans cette petite histoire. Puis simplement pour rappel, voilà, la Chine s'est éveillée depuis déjà un certain temps. Le premier calculateur depuis 3 ans, c'est un calculateur chinois, uniquement avec des composants chinois. Il y a 10 millions de cœurs. Et il fait 93 pétaflops. 93 fois 10 puissance 15 opérations par seconde. Chaque opération est une multiplication, 16 chiffres par 16 chiffres pour donner 16 chiffres. Donc ça turbine rapidement. Ce qu'on peut regarder ici, toujours extrait du top 500, c'est la répartition géographique des gros calculateurs. Entre 1993 et 2017, vous voyez que les USA avaient la part du lion en 1993. Petit à petit, ça a été réduit. L'Europe a bien résisté. La France est visible. Voilà. Et puis, vous voyez un coin gris qui est la Chine, qui représente maintenant 30% des performances des gros calculateurs. Voilà. Alors, revenons en France. Le calcul haute performance, donc vraiment le calcul avec des Formule 1, des gros calculateurs, il est très structuré. Ces Formule 1, donc, il y en a 3, on va dire. Il y a 3 centres de Formule 1 en France. Il y a celui qui est géré par les universités à Montpellier. Il y a celui qui est géré tout près d'ici par le CNRS, donc sur, je ne sais pas si c'est GIF ou Arcel, l'IDRIS, et celui qui est géré par Bruyères-le-Châtel, qui est le centre de calcul du CEA. Et donc tout ça, en particulier la communauté académique, quand elle veut utiliser l'un de ces gros calculateurs, passe par des demandes de temps de calcul via une structure qui s'appelle GENSI, Grand Équipement National du Calcul Intensif. Vous voyez qu'il y a plusieurs contributeurs, dont l'État, qui apporte 49% des moyens. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a par exemple le forum Terratech. Terratech, c'est une association loi 1901 qui couple les CEA, les partenaires industriels. C'est aussi à Bruyères-le-Châtel. Et puis, il y a les gros centres de calcul CEA à Bruyères. Simplement pour rappel au CCRT, Centre de calcul pour la recherche technologique, en 2008, il avait été installé, je ne me souviens plus du nom de cette machine, un 192 teraflops, donc 10 puissance 12 opérations par seconde. En 2011, on a passé la barrière du pétaflop avec la machine Curie, 9e à l'époque du top 500, puis maintenant on ne la voit plus. Parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres pays qui sont équipés. Et avec 90 000 cœurs quand même. Et alors ça, c'est une machine qui est un point d'accès européen via l'initiative PRESS. Ça, c'est une image de Curie, voilà, qui sera remplacée début 2018 par une machine à 9 pétaflops, 2019, 20 pétaflops. Et donc, on va tendre petit à petit vers l'hexaflop, c'est-à-dire 10 puissance 18 opérations par seconde. Alors, j'ai fini sur le calcul scientifique, place maintenant à l'hydrodynamique. Donc, ces calculs, ils permettent en particulier de simuler des écoulements, parce que l'hydrodynamique, c'est ça. Autrement dit, de 3 des 4
état de la matière, c'est-à-dire liquide, gaz, plasma. Il n'y a que les solides qu'on ne va pas modéliser avec des équations hydrodynamiques. Alors, pour rappel ou pas, il y a deux voies pour obtenir le modèle hydrodynamique. Vous avez la voie microscopique. Alors, vous regardez tout un tas de particules, et puis vous faites une statistique. Vous avez une distribution de vitesse qui est là, F de U. Vous allez essayer d'avoir une information réduite. Vous allez intégrer F de U, du, vous obtenez la densité. Vous rajoutez la vitesse dedans U, ça vous donne la vitesse moyenne. Et après, vous cherchez un écart U moins vitesse moyenne au carré, ça vous donne une température, etc. Donc tout ce qui est contenu dans F de U est équivalent à une infinité de moments. Et pour obtenir un système hydrodynamique que vous allez pouvoir utiliser, vous coupez, vous faites ce qu'on appelle une troncature. Généralement, on a trois équations, la densité, la vitesse moyenne et la température en un point donné. Voilà. Alors, il y a une autre façon de raisonner, c'est de manière macroscopique, c'est utilisé plutôt, je dirais, juste après le lycée, dans les premières classes d'enseignement supérieur. On prend une boîte, on regarde ce qu'il y a dedans, en masse, en impulsion, en énergie, puis on regarde les flux entrant, sortant. Voilà. Et on en déduit à la fin, donc, un système hydrodynamique, généralement sur 3 grandeurs, avec une variation temporelle représentée donc, par ces dérivés partiels en temps sur la densité massique ou volumique, la vitesse moyenne et la température. Et puis, il y a plein de termes à côté. Voilà. Et grosso modo, c'est ça ce que vous obtenez une fois que vous avez fait ce travail. Alors, le système hydrodynamique, il intéresse pratiquement tout le monde, sauf ceux qui travaillent sur les matériaux. Voilà. On va dire tout le monde. Le géologue, l'histoire de percolation dans le sol. L'angiologue, c'est tout ce qui est vascularisation. En passant par le fumiste, bon, j'ai joué sur le terme, ceux qui s'intéressent au cheminement des gaz à travers des tuyauteries. Voilà. Alors, il y a un principe fondamental de la dynamique que vous connaissez bien, mdv sur dt égale à F. Si vous ramenez la masse par unité de volume, vous allez écrire ρ dv sur dt égale à F. Voilà. Des droits pour les matheux, donc c'est une dérivée totale. Et puis à droite, vous mettez tout ce que vous avez à mettre. Alors, vous êtes astrophysicien, vous mettez la gravitation. Vous êtes physicien des plasmas, vous mettez une force électrolytique. Vous êtes à EDF, vous allez mettre une force de pression. Vous travaillez avec des choses très visqueuses, vous allez mettre de la viscosité. Il y a tout dans ce terme. Voilà. Alors, il y a deux visions après, parce que quand vous regardez un système hydrodynamique dans un article écrit par différentes communautés, vous êtes surpris parce que vous ne retrouvez pas forcément tout de suite vos petits. Déjà, il y a deux visions. Soit vous faites comme le gendarme qui regarde un écoulement automobile devant vous et le repère fixe, la méthode eulérienne. Le fluide s'écoule devant vous. Et vous voyez qu'il y a une petite subtilité dans l'équation. Non seulement la variation en cours du temps est associée à une variation liée à l'accélération d'un élément de fluide, mais en plus au fait que ce que vous voyez à un endroit donné était là avant par le jeu de l'écoulement. Donc ça, c'est la vision eulérienne. D'accord ? Et vous avez une autre vision. Vous êtes dans un repère entraîné, vous êtes dans la voiture. Voilà, et à ce moment-là, cette dérivée saute, vous obtenez que ça avec le F à côté. Là, vous suivez un même élément de fluide. Voilà. Alors, vous n'avez pas forcément la même vision. Les deux systèmes ont un intérêt sur le plan de la résolution. Alors après, pour entrer un peu plus dans le côté mathématique, ça ne s'écrit pas forcément comme ça. Il peut y avoir des formes dites conservatives ou non conservatives, tout dépend sur quoi vous insistez. Et puis alors là, c'est très matheux. Soit vous avez la forme, ce qu'on appelle forte, c'est-à-dire que tout est gentil. Puis la forme qu'aiment bien les matheux, c'est la forme faible, c'est-à-dire quelque part, il y a une singularité, il y a des pics. Ça, les physiciens ont horreur de ça, les matheux sont friands de ça. C'est la forme faible. Et tout ça permet de résoudre, bien sûr, ce système hydrodynamique. Et puis, alors, pourquoi ça intéresse tout le monde ? Donc, vous pouvez mettre n'importe quelle condition initiale ou de bord. Si vous travaillez par exemple à EDF, vous avez un système diphasique, vapeur d'eau, eau. L'eau est incompressible, le gaz est compressible. Voilà, pour expliquer ces deux, vous pouvez très bien être un océanographe et travailler sur un système hydrodynamique. Vous avez une surface libre avec le vent au-dessus. Vous pouvez travailler chez Dassault, vous aurez en fait un système infini, puis à l'intérieur vous avez une perturbation qu'on appelle un avion de chasse par exemple. Vous pouvez faire des écoulements à travers des parois. Et puis, si vous êtes physicien des plasmas, plutôt côté fusion magnétique, vous allez mettre un champ magnétique. Vous travaillez sur ce qu'on appelle la magnéto-hydrodynamique. Voilà. Alors, le problème de ce système hydrodynamique, c'est ma dernière planche, c'est la complexité des solutions que vous pouvez générer. Alors, un exemple de la vie courante va illustrer ça. C'est le trafic automobile. J'y ai fait allusion un petit peu avant. Alors là, je prends un modèle très simple. Vous liez la densité et la vitesse
par une équation de Witham, Lighty et Richards, et vous obtenez en fait une équation qui est ici, qui ressemble à une équation d'hydrodynamique, c'est une équation dite d'advection, enfin qui est quand même non linéaire, hein, parce que vous voyez que le V fait intervenir ρ. Voilà. Et avec simplement ça, on reproduit superbement deux des trois écoulements typiques hydrodynamiques qu'on peut avoir. En particulier celui-là, le démarrage au feu vert, vous verrez tout à l'heure qu'on va retirer. Vous avez des voitures, donc regardez en bas, c'est l'état initial concernant la densité de particules. Les voitures sont pare-choc contre pare-choc. C'est un état initial singulier parce qu'il y a une frontière raide, il y a de la voiture, il n'y a pas de voiture. Donc c'est raide, c'est un bord raide. Et vous laissez ça s'écouler, et vous voyez en fait que les différentes voitures partent. La première n'étant pas gênée, je considère qu'il n'y a pas d'accélération, qu'elle est infinie, donc tout de suite il se met à vitesse max. Vous voyez qu'il y a un front en fait d'ablation des voitures. On le voit très bien sur l'état final en termes de densité. Vous voyez l'état initial des voitures qui est encore ici, préservé. Et puis vous avez un front d'ablation qui a remonté en sens inverse du trafic automobile. On est bien d'accord, hein. Vous attendez 4-5 voitures du feu, le front d'ablation va remonter vers vous et à un moment vous allez partir. Et on voit superbement donc, ce profil qui est un profil de détente, comme si un gaz sortait d'une tuyère. Voilà. Puis vous avez une autre condition. Alors, pardon, voilà le profil d'ablation. Puis vous avez une autre condition. Alors, vous avez un groupement de voitures un peu bizarre à un endroit donné sur un trafic assez dense. Donc, vous voyez que la densité qui est là de voitures est plus faible qu'ici, où les voitures étaient à l'arrêt. Conclusion, les voitures circulent, mais vous allez au sport d'hiver, il n'y a pas de voiture devant vous. Pour une raison quelconque, il y a un ralentissement. Et là, le problème, c'est de savoir comment cette bosse va bouger au cours du temps. Voilà. Est-ce qu'elle reste sur place? Est-ce qu'elle avance avec le trafic ou pas? En fait, ça dépend. Là, je me suis mis dans une situation de grand départ en vacances. Ce qui se passe, en fait, c'est que ce machin-là, cette perturbation, va remonter le trafic, va aller en sens inverse de l'écoulement. Et vous voyez en plus que ça se raidit. Donc ça explique en particulier le scénario grand classique, où vous êtes en circulation très dense sur autoroute au départ de Paris. Il n'y a pas de feu, il n'y a rien qui gêne, il n'y a pas d'accident sur la voie d'à côté, il n'y a rien qui perturbe, et tout d'un coup, vous êtes arrêté net. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une perturbation qui s'est propagée en sens contraire au flux automobile, qui s'est raidie, vous avez une situation dite de choc. Vous avez une situation bien régulière, bien gentille, bien continue, qui se termine par une singularité, et puis après, vous repartez avec votre voiture, sous forme de détente. Voilà, ça explique finalement deux des écoulements, la détente et le choc. Voilà. Voilà. Je termine. Colline a introduit, j'ai fait la deuxième partie et je laisse donc les suivants, ou le suivant. Voilà. Je mets le... Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Frédéric Bourneau du CEA de la DRF, la Direction de la Recherche Fondamentale du CEA, où on étudie les processus en physique fondamentale sur plein d'objets, de la Terre, de l'univers, des corps solides, des atomes, à toutes les échelles de la physique. Je m'arrête quelques secondes. Voilà, ça ne marche pas. Donc, voilà. Le temps qu'on change de présentation. Voilà, je suis vraiment désolée, mais le clavier sans fil, c'est moderne, mais ça a ses limites. Et voilà, et donc on travaille à modéliser sur des grands ordinateurs, parmi les plus grands au monde pour certaines simulations, comme vous venez de le voir, dans le supercalculateur Curie. On modélise les équations de l'hydrodynamique, et notamment l'équation de la conservation de la quantité de mouvement, donc les mouvements de fluides dans l'espace. Et voilà une des simulations qu'on a réalisées sur le supercalculateur Curie. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce qu'on voit sur ces images? Il y a un zoom pour vous montrer qu'on résout mieux certaines régions avec nos codes de simulation numérique très avancés. Mais quel est le système que vous voyez? J'entends quelques chuchotements, des gens qui ont des hypothèses. C'est plus grand, mais ça pourrait. Ça pourrait ressembler à la fumée d'une cigarette qui tourne dans différents sens et qui, au début, tourne à grande échelle et puis génère des tourbillons à plein d'échelles. De l'astrophysique. Ah, c'est plus l'échelle, on est effectivement aux échelles astrophysiques. Donc plus grand que la fumée de cigarette, on est parti de la Terre. Et quel genre d'objet astrophysique? Parce
l'astrophysique, ça peut être l'intérieur d'une étoile, ça peut être l'univers dans son ensemble, la cosmologie. Là, on est un peu entre les deux. Le vent solaire, non, on est beaucoup plus grand. Le vent solaire serait à l'intérieur du zoom, un tout petit point rouge comme celui-ci. On pourrait avoir l'ensemble du Soleil, des planètes et du vent solaire là-dedans. Ah, effectivement, on est à l'échelle des galaxies et on voit en fait une collision de deux galaxies. Donc, une galaxie, voilà à quoi ça ressemble quand on l'observe dans l'espace. Il y en a quelques-unes qu'on peut voir à l'œil nu dans le ciel, mais là c'est vu avec le télescope spatial Hubble. Vous avez en fait deux galaxies qui sont au départ des galaxies identiques à la nôtre, la Voie lactée. Donc une galaxie, c'est un îlot de matière dans l'univers, séparé uniquement par du vide, du moins pour la matière classique. Après, il y a de la matière noire entre. Une galaxie, typiquement, c'est un ensemble de 100 milliards ou quelques centaines de milliards d'étoiles. L'étoile la plus typique étant à peu près du type du Soleil. Et puis de réserves de gaz diffus, essentiellement de l'hydrogène, un peu d'hélium et quelques éléments lourds, mais quasiment que de l'hydrogène, qu'on voit parfois en absorption des traînées sombres sur l'image. Et ce gaz, parfois, se transforme en étoile. Il y a des processus qui font que ce gaz devient très très dense, des réactions nucléaires s'allument, et on allume les étoiles qu'on voit dans les galaxies. Et donc effectivement, ce qu'on a ici, c'est la simulation d'une collision entre deux galaxies, du même type que les deux observées. Et plus spécialement, on montre le gaz, les réserves de gaz de chaque galaxie. Alors, si on revient à l'image de la simulation avec le zoom, est-ce que vous avez une idée plus précise du genre de processus qu'on est en train d'étudier, qu'est-ce que c'est que les régions bleues, les régions jaunes, les régions rouges? Est-ce que c'est la température? Est-ce que c'est la vitesse? Est-ce que c'est la densité? Est-ce que c'est la composition chimique qu'on a montrée? La densité, voilà, tout simplement. Mais elle est liée au mouvement, au champ de vitesse dans le gaz et en fait à la quantité de mouvement. Les régions bleu foncé, bleu clair sont des régions diffuses. C'est les réservoirs moyens de gaz d'une galaxie. C'est quasiment vide. Vous avez entre 1 et 10 atomes par centimètre cube. Et il y a tout un tas de processus physiques pris en compte par nos simulations hydrodynamiques qui amènent à des régions ici, que celles que vous voyez en rouge foncé, vous avez entre 1 et 10 millions d'atomes par centimètre cube. Donc on a des régions qui sont 1 million de fois plus denses que d'autres. Et on peut l'expliquer justement avec cette équation qu'on peut peut-être remontrer, cette équation universelle de la quantité de mouvement que Guy Bonneau a expliqué avant. La force F, c'est toutes les forces qui s'exercent sur l'objet que vous étudiez. Alors si elle est nulle, l'équation vous dit juste que la variation de la vitesse ou de la quantité de mouvement quelque part vient essentiellement de ce qui arrive d'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez de la masse qui vient de la droite, qui va vers la gauche, et à l'endroit que vous étudiez, ça vous apporte du mouvement. Ça peut être du mouvement à grande échelle qui se convertit en mouvement à petite échelle, comme dans la fumée de cigarette, si on peut dire. Et puis en plus, il y a une force, alors qui dans notre système est essentiellement la force de gravité, qui font que les morceaux de gaz ont tendance à s'attirer entre eux, sous l'effet de cette force. Et donc on met cette équation dans l'ordinateur, avec un découpage qu'on voit, qu'on appelle un découpage adaptatif, qui nous permet de calculer plus vite. Dans les régions où il n'y a pas de structure, on prend des grosses mailles. Ici, vous avez des mailles parmi les plus grosses de la simulation. Et dans les régions où il y a des structures qui se forment, on a des mailles plus petites. En fait, la vraie maille de calcul dans ces régions, c'est 16 fois plus petit qu'un pixel de l'image, donc qu'un pixel de l'écran. Donc on a un pouvoir de résolution énorme. Et ça nous permet d'étudier comment les vitesses, initialement issues de la collision de galaxies, donc on a deux grands mouvements à grande échelle, dégénèrent dans ce qu'on appelle une cascade turbulente, c'est-à-dire qu'on génère des mouvements à toutes les échelles de plus en plus petites. C'est le principe de la cascade turbulente. On a parfois formation de front de choc. Vous voyez ces filaments qui veulent dire que localement, il y a eu deux flots de gaz convergents. On a rendu du coup le gaz très dense et c'est là que la force de gravité prend le dessus, cette force F dans notre équation, et conduit à l'effondrement gravitationnel de petits morceaux de gaz sur eux-mêmes. Et on va atteindre des densités telles qu'on va finir par former des étoiles en allumant des réactions de fusion nucléaire. Voilà ce qu'on étudie, un exemple d'objet d'étude à la direction de la recherche fondamentale du CEA.
Bonjour à tous. Je travaille à la direction de l'énergie nucléaire du CEA. Alors, selon vous, dans quel cadre je pourrais utiliser l'équation de quantité de mouvement que vous voyez derrière moi? Alors, je vous aide un petit peu. En fait, reviens à l'équation juste. Alors, combien d'équations vous voyez en fait écrites dans l'écran? Selon vous, sont combien d'équations? Il y a en fait 2-3 termes qui pourraient vous guider dans la réponse. Moi, je ne vois pas uniquement une équation, mais je vois plusieurs équations. Parce qu'en fait, il y a un terme alpha qui multiplie l'équation classique qu'on a vue tout à l'heure avec Frédéric. Il y a un terme J extrêmement important, qui c'est en fait un exemple de comment on peut utiliser une équation de quantité de mouvement pour en fait simuler l'interaction entre plusieurs phases. Alors en fait, combien de phases on pourrait simuler? En fait, plusieurs. En fait, on a la phase liquide, on a la phase vapeur, solide, gazeuse. Alors, en fait, selon vous, combien de phases j'utilise pour mes simulations? On a un terme J, qui c'est un terme d'interaction entre les phases. Alors, d'habitude, cette équation sont utilisées pour reproduire un écoulement diphasique, donc où on a du liquide et une phase gazeuse, une phase de vapeur. Et donc, la façon de modéliser les termes J nous permet en fait de reproduire plusieurs interactions et donc plusieurs régimes de l'écoulement, liquide et vapeur. Donc on utilise ce type d'équation dans un réacteur pour des conditions un peu particulières. Parce que, en fait, si on suppose de se mettre dans un cœur est entouré par du liquide, normalement, d'habitude. Donc, selon vous, quand en fait je pourrais utiliser cette équation pour reproduire du liquide et de la vapeur dans un réacteur, dans un cœur de réacteur? Pourquoi je devrais utiliser cette équation? Dans des conditions accidentelles, tout à fait. Alors, accidentelle, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que s'est produit un problème dans le cœur. Mais si je vous dis que la réaction dans le cœur est parfaite, ça marche très bien, selon vous, dans quelles conditions je pourrais avoir la formation de vapeur dans un cœur? Pourquoi? Quelle est la cause qui peut déclencher en fait, la formation de vapeur? La pression va se réduire, la température ou la température peut monter. Et en fait, c'est le cas, en fait, quand la température arrive à atteindre la température de saturation, on peut avoir en fait la formation de vapeur. Et en particulier, en fait, moi, je m'occupe de la simulation et la modélisation des phénomènes qui se produisent pendant des accidents de perte de réfrigérant dans les circuits primaires. En fait, le circuit primaire est censé amener du liquide dans le cœur. Et en fait, voilà un exemple très, très basique d'un circuit primaire. On suppose d'avoir à droite le cœur. Et tout ça, c'est mon circuit primaire qui est censé amener du liquide au cœur pour le bon fonctionnement en fait, normal du réacteur. Et ce qui en arrive dans des conditions accidentelles, c'est qu'on peut avoir une brèche du circuit primaire qui génère en fait une réduction du débit du liquide qui arrive au cœur. Et cette réduction du débit, évidemment, peut provoquer une augmentation de température jusqu'à atteindre la température de saturation. Du coup, en fait, on a un cœur très très chaud, le liquide autour du cœur va s'échauffer et aussi la cuve qui contient le cœur chauffe beaucoup. Et donc, on peut atteindre des températures plus ou moins de 350 degrés dans un réacteur à eau pressurisée.
Et dès qu'on a la température de saturation, on a la formation de vapeur dans le cœur. Et donc, c'est un phénomène pas du tout envisagé parce qu'en fait, la vapeur peut se balancer partout, aussi dans les circuits primaires où d'habitude on n'a que du liquide. Et en fait, à ce moment-là, ce qu'on fait est injecter par une injection de sécurité de l'eau froide qui arrive jusqu'au cœur pour rétablir le débit, le niveau de liquide normal, pour rétablir la température de bon fonctionnement du cœur et pour condenser la vapeur qui est quand même stratifiée dans les circuits primaires. Et en revanche, par contre, vous imaginez, on injecte du liquide très très froid à 9 degrés plus ou moins, et la température globale dans les circuits primaires est de 350 degrés. Donc cet écart de température très très fort peut générer ce qu'on appelle choc froid. Donc on peut assister à la rupture de la cube. C'est vraiment un très grand problème, en sachant que la cube, on ne peut pas la changer. Donc, un autre phénomène, un autre objectif de ma recherche est en fait simuler la transition entre les régimes. Donc, on a dit que dès que les liquides arrivent à température de saturation, on a l'évaporation, donc passe en phase de vapeur. On peut assister, observer aussi la formation de petites bulles, donc de nucléation, aussi à côté de la paroi, qui sont à contact avec le cœur, qui sont très très chaudes, et du coup on peut assister à la formation de petites bulles qui vont s'engrandir jusqu'à se décrocher et à arriver à se stratifier de la partie anode du dencomer. Et en fait, cette transition entre les régimes, donc régime petite bulle, grande bulle et stratification, est extrêmement compliquée à simuler. Et donc, en fait, la façon dans l'équation qu'on a vu le terme J, la façon de modéliser ce terme me permet de reproduire un régime plutôt qu'un autre. Et donc, toutes mes simulations, évidemment, je peux le faire à travers un code de simulation, un code de simulation de calcul, qui est basé sur la résolution des équations de conservation, donc de la masse, de quantité de mouvement, de l'énergie, pour chaque phase. Et ce sont des codes très très complexes à l'échelle CFD, et la simulation est nécessaire pour la compréhension du phénomène qu'on veut étudier, mais pas uniquement. En fait, à l'ADN, est extrêmement important aussi avoir ce qu'on appelle remonte d'échelle. Donc, remonte d'échelle, ça veut dire qu'on imagine, avec un code comme le mien, un code CFD, donc à une échelle un peu fine, on ne peut pas reproduire pas du tout tous les rateurs entiers. En fait, ce n'est pas envisageable parce que les temps de calcul sont énormes. Donc, ce qu'on utilise pour reproduire tout l'entier système sont des codes qu'on appelle codes système. Mais bien évidemment, ce sont des codes 0D, 1D, donc, qui sont des codes un peu moins précis, mais très efficaces en termes de temps de calcul. Et du coup, on a besoin, par contre, d'un code comme le mien, donc d'un code CFD à l'échelle un peu plus fine, pour en fait faire un zoom local, donc observer localement qu'est-ce qu'il arrive dans certaines parties du réacteur. Et donc, pour bien comprendre la physique et pour faire en fait ce qu'on dit remonte d'échelle dans le sens essayer de modéliser certains termes qui permet d'être après utilisé dans des codes de calcul plus simples, donc dans des codes système. Donc, c'est extrêmement important d'avoir une vision globale de ce qui en arrive dans l'entier réacteur. On a besoin, par contre, aussi d'avoir des visions un peu plus locales, des zooms pointus sur certaines parties du réacteur pour pouvoir en fait avancer
dans la compréhension de certains phénomènes et pouvoir aussi éviter la formation de problèmes d'aléatoire. Parce qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je travaille pour reproduire certains accidents qui peuvent se produire dans un réacteur, mais dans l'idée d'éviter en fait la formation, d'éviter certains problèmes dans le réacteur. Donc pour essayer d'avoir le bon fonctionnement, le bon déroulement du réacteur. Donc, voilà. Le micro marche, il marche. Je m'appelle Stéphane Jaouen, je travaille donc à la DAM du CEA sur le site de Bruyères-le-Châtel. Et puis, donc, je vais vous poser la question directement, selon vous. Dans quel domaine est-ce que je pourrais utiliser cette équation, sachant que j'ai détaillé un petit peu ce qu'on peut mettre dans F? Calcul scientifique, bien sûr, c'est le thème d'aujourd'hui. Code numérique. Est-ce que vous reconnaissez les seconds membres? Alors, le premier, déjà. Le gradient de pression. Donc là, avec le terme qui est à gauche et le premier terme de droite, on résout l'hydrodynamique classique, les équations de l'air. Si je rajoute le deuxième, alors taux, avec une barre au-dessus, c'est un petit peu générique. Est-ce que vous savez ce que ça représente? J'aurais pu détailler un peu plus ce qu'il y a dans taux, mais ça aurait dépassé la page. Non? C'est un tenseur, exactement, c'est le tenseur des forces visqueuses. Donc là, si je rajoute le second terme, je résous les équations de Navier-Stokes. Et le troisième terme, qui est moins couramment discrétisé dans les codes de simulation, plus difficile. Les mathématiciens reconnaîtront peut-être le delta déjà. Non. Il y a un S pour surface. Le delta, c'est la masse de Dirac. Donc c'est une force qui est localisée sur la surface, avec n, la normale à la surface. Et puis, les deux autres termes, sigma, c'est le coefficient de tension de surface, et kappa, c'est la courbure. Donc le troisième terme, c'est la force... Là, pardon? Kappa, c'est la courbure de la surface. Donc ce troisième terme représente la force de tension de surface. Alors, peut-être passer à l'image. J'ai trois termes dans mon second membre. Je vous montre trois résultats de simulation. Donc vous avez tout de suite fait le lien, j'imagine. Est-ce que déjà vous savez de quoi il s'agit? Du tout? Les tsunamis? Non. Les études sismiques? Ça concerne plutôt des études scientifiques et techniques de base. Ah, j'ai entendu quelque chose là? Une rupture de jet. Exactement. Bravo. C'est pas mon voisin de bureau, non? Exactement. Il s'agit donc de la fragmentation. Alors, ce n'est pas un jet ici, parce qu'un jet, c'est plutôt axisymétrique ou cylindrique. C'est la fragmentation d'une nappe. Donc, en fait, pour décrire un petit peu cette simulation, on a dans les études, enfin dans tout ce qui nous occupe à la DAM, on travaille surtout en dynamique rapide, avec des chocs très forts dans les matériaux. Et si on pense au laser mégajoule, etc., on s'occupe beaucoup aussi de tout ce qui est étude des instabilités hydrodynamiques. Et moi, je travaille plutôt sur tout ce qui tourne autour de la dynamique des interfaces. Donc là, on est en présence d'une instabilité de Richmer-Meshkov, pour ceux qui connaissent. Donc c'est une instabilité qui est provoquée par le débouché d'un choc fort sur une interface
qui présente un défaut, alors ici sinusoïdal, monomode. Lorsque le choc débouche, il va inverser le défaut, éjecter de la matière et donner naissance à une nappe qui va s'étendre, s'amincir, et quand elle devient suffisamment mince, elle se fragmente. Et l'objet de cette étude, c'était de décrire, de voir si on était capable de prédire la répartition, la distribution en taille et en vitesse de ce qu'on appelle les éjectats, les fragments. Alors il y a 3 simulations différentes. J'avais 3 termes tout à l'heure pour mes forces, j'avais 3 forces différentes. Voilà, donc les forces de pression, les forces visqueuses, la force de tension de surface. Donc dans mes 3 simulations, j'ai repris ces termes. Donc en haut, j'ai un calcul Euler, où je prends juste en compte les forces de pression. Au milieu, j'ai un calcul Navier-Stokes, où je rajoute les forces visqueuses. Et en bas, je tiens compte des 3 termes. Et on voit quoi? On voit que la distribution, au moins en taille, on ne voit pas la vitesse, mais au moins en taille, est radicalement différente suivant la physique traitée. Donc en haut, on voit des fragments qui sont des grains de matière qui sont uniformément répartis. Au milieu, on voit plutôt des filaments transverses de matière beaucoup plus réguliers lorsqu'on prend en compte la viscosité. Et en bas, on voit des éjectats qui ont l'air d'être répartis plus ou moins aléatoirement, qui sont sous la forme, alors ici, de cylindres ou sous forme sphérique. Si on laissait continuer la simulation, on verrait qu'on finit avec des gouttes, en fait, des gouttes partout. Et c'est bien sûr la simulation du bas, qui est la plus riche physiquement, qui nous intéresse. Si je vous décris un petit peu, je n'ai pas d'animation, c'est dommage, mais si je vous décris un peu le mécanisme qu'on observe par la simulation pour la fragmentation, c'est que lorsque la nappe devient suffisamment mince, on va avoir apparition de petits trous répartis plus ou moins aléatoirement dans la nappe. Certains vont se refermer, d'autres vont s'ouvrir puis grandir. Ça va donner naissance à des pores qui vont grandir, coalescer avec les pores voisins, donner naissance à un réseau 2D de ligaments cylindriques, qu'on voit un petit peu ici, un peu à la manière d'une toile d'araignée. Mais la nappe continue à s'étirer, donc ces ligaments, ils s'étirent, ils vont finir par se rompre, et sous l'effet de la tension de surface, ces ligaments 2D vont se rétracter par effet capillaire pour donner naissance, donner naissance à des éjectats complètement sphériques. Et ce qui est remarquable dans ces simulations, c'est que c'est précisément le mécanisme qu'on observe dans les expériences. Donc, beaucoup de codes sont capables de reproduire la première simulation, voire la deuxième, mais à notre connaissance, il n'y a pas beaucoup de codes qui soient capables de reproduire la troisième. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Tout ça s'est développé donc, à la DAM dans un code qui s'appelle ERA, donc c'est une plateforme AMR multiphysique. Et là, je vous ai présenté donc, la partie hydro avec hydro multifluide compressible avec tension de surface. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on dispose maintenant d'un outil quasiment unique au monde pour faire ces simulations, qui était jusqu'alors possible uniquement via une approche dynamique moléculaire, et donc qui est une modélisation atomistique de la matière, mais qui ne permet pas de faire des calculs à l'échelle de l'expérience. Donc maintenant, on va pouvoir explorer, comparer par rapport aux expériences, tous ces mécanismes de fragmentation. Je vous remercie. Bonjour à tous, je travaille à la DRF, Direction de la recherche fondamentale. Et moi, l'équation de conservation de la quantité de mouvement, je l'écris comme ça. Je la simplifie parfois, mais disons que ça c'est la forme non simplifiée. Bon, il y a des choses qui sont en commun avec
qu'a montré le précédent orateur. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des idées sur ce sur quoi je travaille. Ça chuchote, ça discute, ça chuchote. Juste à côté de toi. C'est pour les plasmas? Alors, c'est pas pour les plasmas, c'est pour quelque chose de très ordinaire qu'on respire. J'ai entendu ça tourne, donc effectivement, ça tourne. C'est le terme oméga qui permet d'exprimer le fait que cette chose, enfin, qu'on étudie quelque chose en rotation. Et vous avez P qui est la même chose que tout à l'heure, pression. Et vous avez G qui est bien connu, on n'a pas triché sur G. Voilà, ce sont les masses d'air autour de la Terre. Donc tu dois pouvoir, je crois que voilà. Donc U c'est la vitesse. On se met dans un référentiel qui tourne avec la Terre. Oméga c'est la vitesse angulaire de rotation de la Terre autour de son axe. Rho c'est la densité de l'air, la pression et l'accélération de la pesanteur. Donc bon, j'ai une toute petite illustration, j'aurais pu en apporter d'autres, mais voilà le modèle dans lequel on a mis ces équations. Alors donc ça c'est une partie, hein, la dynamique de l'écoulement. Si vous voulez obtenir un écoulement qui soit à peu près réaliste, il vous faut une autre grande catégorie d'équations qui sont les équations de rayonnement, puisqu'on va chercher à conserver l'énergie qui arrive du Soleil, qui est renvoyée par la Terre, qui est transformée, phase liquide ou solide, ça s'appelle la pluie ou la neige. Et puis, surtout, si on veut prévoir ce qui se passe quand on augmente les gaz à effet de serre, ben, il faut pouvoir mettre le rayonnement à l'intérieur. Donc on a deux grandes catégories d'équations. Bon, outre l'équation de continuité, c'est la mécanique des fluides et le rayonnement. Alors sur cette image, donc, vous voyez la Terre entourée de son atmosphère. Les petits vecteurs montrent le vent qui est calculé pour un jour donné. Et puis la couleur indique la température. C'est volontairement un modèle très basse résolution qu'on a utilisé ici, puisque actuellement, les modèles utilisés pour les prévisions climatiques ont des mailles d'environ 100 km. Donc ce serait illisible si je refaisais le même schéma avec les modèles actuels, mais ça permet d'expliquer ce qu'on fait. Il y a aussi, là vous avez 5 couches. Dans la verticale, on utilise en ce moment 79 couches. Alors, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Vous avez peut-être des questions, je peux continuer sinon. Donc ce sont des calculs qui tournent à la fois, donc on fait des demandes Jansi, donc ça tourne à la fois sur l'ordinateur Curie et sur l'ordinateur de l'IDRIS. Ça prend beaucoup d'heures de calcul, on a un petit peu d'espace réservé pour ces MIPSIS là. Dans votre équation, le terme friction, c'est la friction entre la partie solide du bloc terrestre et les masses de gaz autour, ou c'est les frictions internes Alors, il y a bien entendu, alors nous on appelle ça dans le jargon le drag à la surface, qui est différent pour l'océan, le continent. S'il y a des arbres, c'est aussi différent de s'il y a de l'herbe ou du désert. Et puis, il y a alors c'est regroupé sous le terme de friction, mais ce n'est pas du tout la même réalité, tout ce qui est viscosité du fluide. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on change la friction en fait, dans le calcul? Si on augmente la friction, par exemple, du solide, c'est-à-dire on fait pousser plein de forêts, on change la friction, comment s'équilibrent les choses? Alors, en fait, on change la quantité de mouvement qui est échangée à la surface. Alors, si on met des forêts à la surface de la Terre, il y a plusieurs impacts. Il y a le fait qu'on ralentit les vents à la surface. Donc ça va être un premier impact. Le fait qu'on ralentisse les vents à la surface, ça va avoir un impact sur l'évaporation, parce que l'évaporation, elle est aussi causée par le vent. Mais le fait qu'on mette des forêts elles-mêmes, c'est beaucoup plus, ça va changer aussi l'évaporation par elle-même, le fait qu'il y ait des feuilles sur les arbres. Voilà. Donc ça, c'est l'impact. On voit en fait, il n'y a même pas besoin de la changer. Je dirais, quand on regarde sur l'océan par rapport au continent, l'océan a beaucoup moins de friction par rapport au continent.
Et on voit très bien les changements, enfin les différences de vent à la surface entre océan et continent dans le modèle. Quand on fait des simulations, alors au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement où je travaille, on fait des simulations pour comprendre le climat actuel, mais on fait surtout des simulations pour comprendre les climats du passé, tester ces modèles-là sur des climats du passé pour lesquels on a des données pour évaluer le modèle. Et puis ensuite, il y a toute une catégorie avec l'IPSL, l'Institut Pierre-Simon Laplace, sur la prévision du climat futur. Donc il y a beaucoup de changements de conditions limites dans ces exercices. Donc aussi bien en termes de couverture de continent, continental, parce que bon, on s'amuse à... dans le passé, on a coupé pas mal de forêts pour en faire des champs, mais il y a des plus grosses perturbations quand on va plus loin dans le passé. Il y avait des calottes de glace sur les continents. Ça aussi, ça change non seulement la viscosité, mais ça change la topographie. Donc ça va changer ce qu'on appelle la viscosité très grande échelle, hein, orographique. On va changer les gaz à effet de serre, pour le prendre en compte. On change parfois la disposition des continents et des océans pour les temps très anciens. Et pour le futur, on s'occupe des gaz à effet de serre, mais aussi des émissions de poussière, de sulfate, enfin, des agents qui peuvent être refroidissants ou réchauffants, parce qu'on ne prend pas que les agents réchauffants en compte. Et puis ce qui se calcule tout seul dans le modèle, c'est aussi, là je vous ai parlé d'atmosphère, de gaz, mais il y a aussi tout ce qui est cycle de l'eau. Mais ça se calcule tout seul dans le modèle. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?